Bonjour. Dans le cadre de l'accès au savoir et de la diffusion des sciences, le campus Arts et Métiers de Paris présente un podcast intitulé Paroles d'Arts et Métiers. Dans Paroles d'Arts et Métiers, nous parlons d'industrie, d'innovation, d'écologie, de santé, de matériaux, ainsi que de nombreux autres thèmes en lien avec les sciences de l'ingénieur et arts et métiers. Participent à l'aventure tous les acteurs de la communauté arts et métiers, étudiants, personnels et alumni. Dans chaque épisode, un nouvel intervenant aborde un sujet important pour lui dans son travail quotidien en lien avec arts et métiers. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode dans lequel il sera question du traitement de l'information scientifique dans ses liens avec la formation, la recherche et l'innovation. Christine Ollendorf, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, est avec nous pour en discuter. Bonjour Christine Ollendorf. Bonjour et merci pour l'invitation. Christine Ollendorf, vous êtes directrice de l'information scientifique et de la science ouverte à Arts et Métiers. Après, vous êtes d'abord orientée dans la biochimie à l'université Paris-Saclay. Vous avez, Christine Ollendorf, suivi une formation de documentation à l'Institut national des techniques de la documentation. Entrée à Arts et Métiers en 1993 en tant que responsable de la bibliothèque du campus de Paris, vous avez ensuite effectué au laboratoire de conception de produits et innovation, LCPI, un doctorat qui a pour titre la construction d'un diagnostic complexe d'une bibliothèque académique. Vous avez fait également partie d'un des groupes de réflexion du think tank d'Arts et Métiers en lien avec le rapport Technologie. Quels horizons pour les arts et métiers, publié en 2019 et rédigé par Stéphane Lapujoulade, qui est d'ailleurs déjà intervenu dans ce podcast, et Marc Lassagne. Outre votre fonction de directrice de l'information scientifique et de la science ouverte Arts et Métiers, vous êtes membre élu du bureau professionnel du consortium Couperin, association d'établissements négociant la documentation électronique avec les éditeurs, dont vous avez durant 10 ans dirigé le groupe de travail sur la science ouverte. Bienvenue encore Christine Ollendorf dans ce podcast. Merci Carole. Alors la science ouverte, comment est-ce que vous la définiriez, Christine Ollendorf ? Est-ce à dire que la science serait fermée ? Oui, tout à fait. La science est encore fermée, tout du moins en partie, car ces résultats, tels les publications scientifiques par exemple, ou les données de la recherche, sont captés par les grands éditeurs scientifiques qui vont y apposer leur copyright et les revendre aux établissements et organismes de recherche. De ce fait, la science est peu accessible à la société et au milieu industriel. Et cela augmente en plus la méfiance que les citoyens peuvent avoir en la science et peut alimenter des théories complotistes car les informations scientifiques fermées ne sont pas vérifiables. À l'inverse, l'ouverture de la science a un impact très positif sur la société et très direct. Nous en avons eu un exemple aux Arts et Métiers pendant la pandémie. En effet, c'est un article sur l'efficacité de la filtration dans les masques chirurgicaux qui a été le plus téléchargé à ce moment-là, plus de 1500 fois. Quelle place occupe la science ouverte à Arts et Métiers ? Alors, aux Arts et Métiers, on a commencé à s'intéresser à la science ouverte très tôt, en 2012, soit pas mal en avance par rapport à beaucoup d'autres établissements. Notre premier chantier, ça a été d'ouvrir une archive ouverte, l'archive ouverte SAM pour Sciences, Arts et Métiers. Et donc, c'est un site qui permet aux chercheurs de l'école de déposer leurs articles scientifiques afin qu'ils soient mis en accès ouvert. Nous avons ensuite proposé en 2022 un entrepôt qui va permettre aux collègues d'ouvrir les données relatives à leur projet de recherche. Et enfin, on est un des rares établissements français à avoir ouvert le site Reliam, qui propose des ressources éducatives libres. Ce dernier site, en effet, nous permet de mettre en avant la spécificité des enseignements de l'école, qui sont basés sur des plateformes technologiques à échelle 1, donc de niveau industriel. Les ressources déposées donc, vont être des capsules pédagogiques assez courtes, comme des vidéos de démonstration, des tutoriels, des fiches récapitulatives, etc. Et au-delà du grand public, ce type de ressources va être particulièrement apprécié pour les étudiants des classes préparatoires des grandes écoles, qui sont notre vivier de recrutement. Pensez-vous que la science puisse être à 100% ouverte, ou sinon, quelles seraient ses évolutions
particulièrement en ce qui concerne les données sensibles. Alors effectivement, dans son deuxième plan national pour la science ouverte, la France a un objectif ambitieux, c'est de proposer 100% des publications en accès ouvert en 2030. On peut penser que cet objectif sera atteint puisqu'on est aujourd'hui à un taux de 65% en France. À noter que ce taux est de 72% pour notre établissement. Par ailleurs, l'ouverture des données de la recherche, donc les données qui sont produites par les chercheurs quand ils font de la recherche, ainsi que celles des codes et logiciels qu'ils sont amenés à produire, constituent les autres objectifs de ce plan. Par contre, cette dernière ouverture fait face à des contraintes autres que celles des publications, particulièrement dans une école d'ingénieurs comme aux Arts et Métiers, puisqu'en effet, notre recherche est basée en grande partie sur de la recherche partenariale qui va permettre de résoudre des verrous technologiques issus du monde industriel. Et très souvent, les résultats de cette recherche seront confidentiels, au moins pour une période minimum. Du coup, dans la charte pour la science ouverte que nous avons rédigée et fait paraître en 2023, l'établissement se donne pour objectif de respecter un des principes majeurs de la science ouverte, aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. Et ce principe nous guide dans nos diverses actions autour de la science ouverte. Vous concluez un de vos articles intitulé « L'offre de services en bibliothèque académique, un essai de modélisation », article publié dans le Bulletin des bibliothèques de France en 1999. Donc vous concluez ainsi. En étudiant l'offre de services, la bibliothèque apprend à passer du concept de système de fournisseur d'informations dans la société de l'information à celui d'organisation apprenante dans la société de la connaissance. Ainsi, à quels défis, Christine Ollendorff, font face aujourd'hui les bibliothèques de l'enseignement supérieur et notamment celles des écoles d'ingénieurs ? Alors effectivement, les bibliothèques de l'enseignement supérieur font face à une dynamique de changement qui est continue et qui est toujours valable depuis 1999. Et elles ont pris l'habitude de s'adapter aux innovations, qu'elles soient technologiques ou documentaires, et surtout aux changements d'habitudes et de besoins de leur public, et en particulier des étudiants. Et de ce fait, effectivement, les années 2000-2020 ont vu la documentation passer du papier au numérique. 100% de la documentation scientifique est dorénavant numérique, ce qui implique que nos collègues enseignants et chercheurs n'utilisent plus les bibliothèques directement pour ce service. Pour les étudiants, par contre, on a une offre éditoriale numérique en e-book qui est chère et difficile d'accès, et ils restent très attachés au papier. Du coup, les bibliothèques proposent toujours des fonds documentaires de livres et de revues, même si ce service est moins leur cœur de métier qu'auparavant. À savoir que le lieu bibliothèque a montré vraiment sa nécessité pendant la pandémie, puisqu'il est resté un des seuls services ouverts de l'établissement. Et les étudiants y sont très attachés et nous essayons de nous adapter à leurs nouveaux usages. Ils aiment bien travailler seuls, en petits groupes de 2-3 personnes, en grands groupes d'une dizaine de personnes. Ils ont besoin d'une connexion Wi-Fi stable, d'un lieu confortable pour s'installer et besoin de lieux et de documentation qui vont favoriser la détente au milieu de leur période de cours et de travail. Et donc la bibliothèque est vue comme vraiment un espace sécurisant, ce qu'on peut appeler un safe space, dans lequel l'étudiant peut trouver calme et même écoute de premier niveau s'il a besoin. Pour nos collègues enseignants-chercheurs, ils vont fréquenter les bibliothèques différemment, en utilisant en particulier massivement les ressources documentaires en ligne que nous leur proposons. Ainsi, ils ont téléchargé 280 000 articles sur les ressources en 2023. Et par ailleurs, nos collègues enseignants-chercheurs bénéficient des services que nous leur proposons pour les aider à mieux se repérer dans le monde très changeant de la publication académique et de la science ouverte. Donc on leur propose des conseils sur les revues académiques ou publiées, des aides à la rédaction de leur plan de gestion de données, des études bibliométriques et autres services. D'ailleurs, comment est structuré le réseau documentaire d'Arts et Métiers ? Alors, donc c'est un réseau documentaire multicampus, puisqu'il y a 8 campus dans l'établissement et un institut. Alors, chaque campus et l'Institut de Chambéry disposent d'une bibliothèque qui va proposer un fonds documentaire de base en sciences de l'ingénieur et qui va proposer différents types d'espaces qui vont permettre les modes de travail dont je parlais à l'instant, mode de travail seul, en petits groupes, en grands groupes.
Et les collègues qui travaillent dans ces structures vont proposer un ensemble de services au public des campus. Donc, formation aux compétences informationnelles, recherche bibliographique, soutien aux chercheurs pour la science ouverte et organisation d'expositions, d'événements, etc. Chacun d'entre eux va participer également au travail commun de la direction de l'information scientifique et de la science ouverte. En effet, cette direction a pour objectif, en tant que service central de l'établissement, de donner aux bibliothèques une stratégie commune en termes d'achat documentaire et de services rendus. Et c'est également cette direction qui met à disposition les ressources documentaires en ligne, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui sont communes à tous les campus. Donc il y a des bases de données d'articles scientifiques, des bases de recherche d'entreprise, de statistiques, une encyclopédie des techniques de l'ingénieur et autres outils. Et l'objectif vraiment que je me fixe dans cette direction, c'est une égalité d'accès à la documentation dans tous les campus. Donc cette direction et ces outils sont vraiment un facteur de mutualisation important pour la documentation. Et enfin, la direction propose un ensemble de services qui sont directement liés à la science ouverte, comme l'aide à la rédaction de plans de gestion de données pour les chercheurs qui portent des projets de recherche et la bibliométrie. C'est également cette direction qui administre les archives ouvertes dont j'ai parlé précédemment. Les modes contemporains d'apprentissage d'un élève ingénieur peuvent-ils changer la configuration d'une bibliothèque ? Alors oui, effectivement. Les étudiants, on le sait, apprécient les apprentissages en mode projet et leur concrétisation sur des plateformes technologiques. Et ils sont par ailleurs très sensibles aux enjeux liés à la décarbonation et à la responsabilité sociétale des entreprises. La stratégie de l'établissement est d'ailleurs de former des leaders des industries responsables. Dans ce cadre, le projet Evolutive Learning Factory est un projet structurant de l'établissement sur la période en cours. Il vise à transformer les plateformes technologiques en usines-écoles qui permettront de parcourir l'ensemble de la chaîne de production, de l'idéation au recyclage. Et dans ce cadre toujours, les bibliothèques des arts et métiers se reconfigurent en Learning Center, dont l'objectif est d'apporter à l'étudiant, dans un cadre sécurisant, les ressources documentaires et technologiques de premier niveau qui pourront le soutenir dans ses apprentissages. Cela représente une grande évolution pour les personnels de ces structures, qui sont en train de passer de médiateurs documentaires à médiateurs technologiques de premier niveau, qui vont être capables à la fois de montrer le fonctionnement d'une imprimante 3D, d'un jumeau numérique, d'un écran collaboratif ou autres outils, réalité virtuelle et augmentée particulièrement. Les campus d'Angers, de Cluny, de Metz et de Paris ont déjà entamé largement ce projet, qui devrait aboutir pour l'ensemble des campus en 2027. Merci Christine Ollendorff d'avoir accepté de participer à ce podcast Paroles d'Arts et Métiers. Ce podcast est disponible sur la chaîne YouTube d'Arts et Métiers. Il a été créé sous l'impulsion du campus Arts et Métiers de Paris. Production, montage et habillage sonore, Jean-Marc Rousseau. Moyens techniques, ICIFTech. Nous remercions la Direction générale d'Arts et Métiers, la Direction Marketing, Communication et Fundraising, l'ICIFTech et le campus Arts et Métiers de Paris pour leurs apports et leur soutien. N'hésitez pas à consulter le site web artsetmétiers.fr où vous trouverez des informations sur la recherche, les formations et les diverses activités réalisées à Arts et Métiers. Vous étiez avec Carole Vanoun. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast.